Dernière partie de cette émission avec cette histoire de Cabinda. Est-ce un mystère? Un mystère. Isidore, l'affaire de Cabinda, 10 ans après, les victimes attendent toujours leur dédommagement. Du moins, c'est les familles. Je crois que c'est un dossier que l'alternative avait sorti la semaine dernière, mardi dernier. Le 10 janvier dernier, on a commémoré les 10 ans de l'affaire de Cabinda. Les éperviers qui allaient en Angola pour la Coupe d'Afrique des Nations, mais malheureusement, ils ont été attaqués en route dans l'enclave de Cabinda par les flecs. Jusqu'à aujourd'hui, les victimes continuent de demander où est passée l'enveloppe que l'État angolais et la CAF ont envoyée ici. À qui poser la question, je pense que les lecteurs ont lu le journal, mais il est important qu'on revienne là-dessus pour dire que ici au Togo, c'est la méthode de la maison. Donc la corruption, le détournement et autres là. Donc parce qu'on avait interrogé des gens qui ne nous ont pas donné de réponses concrètes. Et aujourd'hui, on se le demande, qui a bouffé l'argent des victimes de Cabinda? Le point d'interrogation reste là-bas. Ferdinand? Oui, mais d'abord, je voulais saluer cette initiative de la CAF qui a honoré notre compatriote Dodo Bilale qui était blessé dans cette attaque-là, dont la carrière a été totalement foutue et qui essaie de se remettre. Et ça va être très difficile parce qu'il est totalement dans une situation de, comment vous appelez ça, d'infirmité physique. Ça fait très mal de voir que des gens qui ont voulu servir leur pays finissent comme ça, dans l'indifférence parfois des dirigeants. Bon, voilà, et au moins ça fait chaud au cœur de voir que à la dernière cérémonie de la CAF en Égypte, il a été appelé et tout le monde, il y a eu un standing ovation, tout le monde s'est levé pour applaudir. Vraiment, ça fait fier, on est content pour lui. Bon, maintenant, c'est une enquête qu'on a eu à faire. On a rencontré les familles pour savoir, depuis qu'il y a eu ce drame, et on a fait des hommages, on a fait un deuil national des hommages, on a mis les cercueils, tout ça. Depuis 10 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que les enquêtes ont abouti? Est-ce qu'on a identifié les auteurs de l'attaque? Pourquoi les Togolais avaient décidé de prendre la route alors que la CAF disait qu'ils avaient envoyé des billets? Est-ce que les billets ont été détournés? Vous savez qu'il y avait une polémique entre Issa Yatou et la fédération à l'époque. On n'a pas compris pourquoi les Togolais sont partis de Congo-Brazzaville et ont décidé de passer par l'enclave de Cabinda, tout en sachant que cette zone était infestée de rebelles avec les gens du FLEC. Et il y a eu des actions en France, par exemple, le responsable du FLEC a été condamné en France, mais a été rapidement libéré. On a rencontré les familles et puis, voilà, on a eu un certain nombre de documents. À notre niveau, nous avons écrit à la CAF, avec copie à certaines figures, à certains décideurs de la CAF. On n'a pas eu de réponse. On a écrit au ministère des Sports ici, on a sollicité un rendez-vous pour les rencontrer, leur poser les questions par rapport aux éléments qu'on avait. Ils ont rappelé pour dire qu'il faut qu'on leur envoie des questions que nous voulons leur poser d'avance. On a dit que ce n'est pas une interview, on voulait les rencontrer. Donc on n'a pas pu se voir. Nous avons écrit à la Fédération togolaise de football qui n'a pas réagi. Alors nous avons publié le dossier. Alors l'élément important dans ce dossier, c'est que le document qu'on a nous dit que de 2011 à 2013, il y a eu des transferts de fonds envers le Togo pour indemniser les victimes, notamment la famille Amélété, la famille Oklo et la famille Obilale. Et donc, les fonds sont venus. Il y a un compte qui a été créé à la BTCI, donc il y a les références. Et donc, les fonds ont commencé par venir le 15 mars 2011. La CAF a envoyé de l'argent, par exemple 35 000 $ pour Obilale, 40 000 $ pour Amélété, 40 000 $ pour Oklo. En mai 2011, le FLEC Angola, parce qu'ils ont été condamnés, ils ont envoyé une première tranche, 95 000, 60 000 $ plutôt,
pour Obilalé, 60 000 $ pour Amélété, 60 000 $ pour Oklo. Et puis, une seconde fois, la CAF, le 18 août 2012, a envoyé 47 500 $ pour Amélété, 47 500 $ pour Oklo. Et l'État angolais, qui avait la responsabilité de la sécurité des délégations, a aussi fait des transferts. Un premier transfert à Obilalé, 30 000 $. Il n'avait pas envoyé aux deux autres familles. Un deuxième transfert, 45 000 $ pour Obilalé, 47 000 $ pour Oklo, 47 000 $ pour Amélété. Et en 2013, ils ont envoyé un second transfert. Obilalé n'était pas compté. 30 000 $ pour Amélété, 30 000 $ pour Oklo. Et juin 2013, le dernier transfert de la CAF, 53 000 $ pour Obilalé, 65 000 $, pour Amélété et puis 65 000 $ pour Oklo. Et au total? Alors, au total, Obilalé devait s'en sortir avec 159 000 $. La famille Oklo, 150 000 $ et la famille Amélété, 150 000 $. Les familles n'ont absolument reçu. Non, absolument C'est rien vrai que reçu. c'est publié dans le journal. Oui, on l'a mais il publié faut dans le que journal. les internautes... Les familles n'ont rien obtenu. Regarde ça. Et personne n'a eu un franc. Ouais. Alors, et les comptes étaient créés à la BTCI. Et c'est pour ça que nous avons écrit à la fédération, nous avons écrit au ministère. Parce que si la CAF envoie de l'argent, la fédération, qui est son entité représentante ici, est au courant. Si l'État angolais envoie de l'argent, le ministère des Sports et le ministère des Finances doivent être au courant. C'est pour ça qu'on a voulu rencontrer tous ces gens-là. Mais aucun d'eux n'a voulu parler. Alors, nous avons rencontré les familles avec ce document. Les familles sont surpris. Les gens ne savaient même pas qu'il y avait des transferts d'argent pour les familles. Et les familles disent, à chaque fois qu'ils veulent pousser le dossier là loin, ils veulent vraiment comprendre, il y a des gens qui les menacent. Ils reçoivent des menaces. En plus du deuil qu'elles portent déjà, en plus d'avoir perdu leurs enfants, il y a des gens qui les menacent. Et à un moment donné, eux, ils avaient, l'une des familles nous avait dit, ils avaient eu écho de ce document, mais ne l'a jamais eu. Mais lorsqu'ils ont amené ça dans une discussion, quelqu'un leur a dit, oui, il ne faut pas trop parler de ça. C'est vrai que des gens ont pris l'argent, on va tout faire pour que les gens remboursent l'argent. Il ne faut pas aller trop loin dans cette histoire-là. Alors aujourd'hui, avec la publication de ce document-là, c'est vrai que ça tombe dans la période d'agitation politique, c'est passé peut-être un peu inaperçu. On espère que les autorités vont faire la lumière sur tout ce qui s'est passé et surtout pourquoi les fonds débloqués par ces institutions en indemnisation famille éplorée ne sont pas arrivés à leurs destinataires. Ce qui est méchant dans cette histoire-là, c'est que vous organisez des funérailles nationales, les gens perdent leurs enfants, on leur envoie de l'argent pour les indemnités et des gens dans l'administration s'organisent pour détourner ces fonds-là. Et personne ne dit rien. Vous prenez l'argent même des cadavres, quoi. C'est-à-dire, ils volent tellement l'argent qu'eux-mêmes, ils ont volé l'argent des cadavres. Donc, voilà l'élément principal du dossier qu'on a fait pour les 10 ans de cette affaire d'Angola. Maintenant, il reste aux autorités de savoir qui a pris les sous, parce qu'il y a les références au niveau de la BTCI, le compte sur lequel les fonds ont été transférés depuis l'extérieur. Voilà. Comment est-ce qu'on peut qualifier ça? On détourne dans les sociétés publiques, ça ne suffit pas. Maintenant, il faut détourner l'argent destiné aux victimes d'une situation, d'une attaque terroriste où les gens ont perdu. Vous convenez avec moi que ceux qui ont fait ça ne sont pas loin des vautours. Ceux qui ont fait ça sont comparables à ceux qui vont dans les cimetières la nuit, qui cassent les tombeaux et puis volent les ossements pas humains. exagérer non plus. Non mais comment est-ce que des gens ont perdu leur famille, leurs proches, on leur envoie de l'argent. Mais vous avez le culot de détourner cet argent. C'est incompréhensible. Pitié pour les familles quand même. Non, pourquoi est-ce que tout ça là... C'est au Togo et c'est depuis 2013. Ça a commencé en 2011. Ça a commencé en 2011. Le dernier virement, c'est en 2011, ils ont détourné. 2012, ils ont détourné. 2013, ils ont détourné. Parce que quand ils ont fait en 2011, personne n'a parlé.
personne n'a demandé à savoir, mais on a eu dire qu'il y a de l'argent qui a été envoyé, mais à quel niveau se trouve l'argent? Personne n'a demandé de compte. Et en 2012, ils ont récidivé. 2013, ils ont eu la liberté de recommencer. Mais c'est quand même... Il doit avoir quand même... C'est de la sorcellerie. Hein, c'est plus que ça. Il doit avoir quand même une traçabilité. Qui a manipulé le compte, au nom de qui le compte était ouvert, si c'était au nom de l'État togolais, s'il y a eu le déblocage d'argent lorsque l'argent est arrivé, il devrait quand même le savoir. Bon, nous, lorsqu'on a mis ce document dans le journal la dernière fois, il y a eu juste une petite erreur. Là où on a mis $150 000, on a mis 150 millions de francs CFA. Non, c'est $150 000. Et donc, je pense qu'avec ce document qui est rendu public maintenant, il faut que les décideurs essaient de voir plus clair dans cette histoire-là, parce que les familles ne comprennent pas. Les familles, une fois qu'on a enterré leurs proches, c'est fini, on les a laissés comme ça. Il y a un avocat, il y a des avocats qui sont sur le dossier n'avance pas, parce qu'on ne peut pas avoir affaire à un drame comme ça sur le territoire angolais. Qui avait la responsabilité de la sécurité des Togolais? La CAF, qui est l'organisatrice de la compétition, donc qui doit assurer la sécurité des Togolais, et puis les gens du FLEC qui ont attaqué le pays sans qu'on indemnise les victimes. Ça va de soi. Et donc aujourd'hui, il revient aux dirigeants de nous dire si ce document qu'on a répertorié dans ce tableau est faux ou n'est pas faux. De toute façon, nous avons cherché à les rencontrer, personne n'a voulu nous voir. Personne n'a voulu nous rencontrer. Nous avons écrit les lettres avec les décharges sont là pour rencontrer les décideurs, pour comprendre quelle destination ces fonds-là ont dû prendre. Surtout que les familles disent qu'elles n'ont jamais eu un seul franc. Même sur le plan national, ce qu'on a prévu pour indemniser les familles, mais une partie a disparu. C'est l'argent qu'on a débloqué au Togo pour indemniser les deux familles, c'est-à-dire que celles qui ont perdu vraiment leur enfant, famille Amélété, famille Oklo, il y a 5 millions qui ont disparu quelque part, ça fait 10 millions. Donc, on a échangé avec les familles, c'est vraiment triste. Les gens dans ce pays n'ont pas de limite. C'est-à-dire que dans le vol, ce n'est même plus le vol, dans la méchanceté, dans ce qu'il appelle la sorcellerie, les gens n'ont pas de limite. Pour eux, l'argent, c'est l'argent. Même s'il faut marcher sur des cadavres pour garder cet argent, il faut le faire. S'il faut prendre même l'argent des cadavres, il faut le faire. Et je pense que c'est l'impunité. C'est le fait que les gens ont des couvertures. Parce que ceux qui ont pris cet argent, il y a certains qui se permettent de menacer les familles parce que les familles veulent voir trop clair dans cette affaire-là. En disant, si les dossiers là sortent, si les informations sortent, on va vous bloquer, vous ne pouvez plus voir ci, vous ne pouvez plus voir ça. Nous espérons que depuis une semaine qu'on a sorti ce dossier-là, les décideurs vont convoquer ceux qui ont eu à manipuler les comptes là pour savoir où est-ce que les sous sont passés. Je rebondis là-dessus. Supposons que les décideurs, ces décideurs-là n'étaient pas au courant qu'il y avait de l'argent qui a été envoyé. Nous avons envoyé des courriers à des gens pour les rencontrer, ils ne sont pas prononcés. Et supposons qu'ils n'étaient pas au courant. Mais lorsque le dossier est sorti, ils ont lu. Ils ont vu le tableau que nous avons présenté dans le journal. Mais c'est le moment maintenant de réagir. Par exemple, on a envoyé des courriers, comme le président l'a dit, à la FTF et au ministère. Mais appeler les journalistes, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qui doit prendre la responsabilité aujourd'hui? Mais les autorités. Hein? De toute façon, si l'argent vient, si l'argent arrive, le ministère des Finances est au courant, le ministère des Sports est au courant, la Fédération togolaise de football est au courant, et donc tous ces gens-là sont au courant. Et donc si quelqu'un a manipulé l'argent sur le compte ou les a détournés, ils doivent le savoir, surtout que ce pays est très surveillé et que les renseignements sont partout, surveillent tout le monde. Donc ça ne doit même pas nécessiter une grande enquête pour savoir qui a pris les sous. Et surtout qu'on a une institution qu'on appelle la Plucia. Ça doit s'éviter dans cette histoire-là. On a parlé des reliquats de la participation des pays à la CAN 2013, je crois. En Afrique du Sud. Oui. On n'a jamais arrêté personne. Il y a depuis 6 mois que la Poutia menace d'arrêter les gens et tout là. Bon, on ne voit rien venir. On ne voit rien venir. Non, mais est-ce que la Poutia peut mettre son nez dans ils sont comparables à
comment on les appelle ça, les bergers allemands qui n'ont pas de crocs. Ils sont là, bon voilà, ils font leur petit... depuis qu'ils sont créés, ils sont là, ils font les séminaires, ils font rien, ils se promènent, ils font les séminaires. Donc c'est une institution qui est dans le décor. On a créé ça pour amuser la galerie, donc pour dire aux Blancs, ouais, on veut lutter contre la corruption, voilà, mais on ne fait jamais rien, quoi. On fait du sur place. Il y a quelqu'un qui dit, il y a un Camerounais que j'aime bien, un professeur qui fait les débats, qui dit la gesticulation institutionnelle. Il a défini comme l'art de bouger sur place en donnant l'impression aux gens qu'on avance. C'est ça, plus il y a. Mais c'est dans un pays normal, les têtes vont commencer par tomber déjà. Non, les têtes sont beaucoup plus solides maintenant. Ouais, elles ne peuvent pas tomber. Mais qui va faire tomber qui? Mais est-ce que ça encourage aux Togolais de se donner pour le foot? Ou pour le foot togolais? Est-ce que ça peut encourager, Ferdinand? Non, les passionnés du foot joueront toujours au football. Mais il y aura à un moment donné certains parents par rapport à un risque. Vous savez, depuis la Coupe du Monde 2006, c'est ça? Le football togolais n'a connu que des drames. L'affaire de Lungui, où les parents veulent se porter maintenant à la justice, qui n'a jamais été éclaircie. Il y a tout un tas d'histoires, des gens qui sont morts dans les accidents, il y a les histoires de Cabinda, comme si il y avait un mauvais sort qui était jeté sur ce sport-là. Bon, voilà, je pense que ça continue d'ailleurs. Et puis depuis, le pays n'a plus fait de grands exploits. On continue de nous enfoncer. On a un entraîneur qui n'a pas de résultats, mais dont on dit qu'il risque d'être reconduit parce qu'il est ami au chef de l'État. Vous savez très bien que ce monsieur est payé à non, il n'est même pas payé à 25 millions. C'est plus que ça. C'est plus que ça. Il n'est pas payé à 25 millions. Et c'est plus que ça. Et il n'est pas payé à 25 millions. Il est payé à plus que 25 millions. Et puis, les gens ont toujours eu des informations qui ne sont pas exactes en disant que c'est Bolloré qui le paye. Non. Pendant longtemps, c'est Togociel qui payait... comment on appelle-t-on, Claude Leroy. Oui, c'est Togociel, c'est-à-dire que c'est l'argent de nous, les contribuables, de tous ceux qui achètent le crédit, qui payaient Claude Leroy, et puis on le payait 3 mois, on faisait des virements 3 mois. Maintenant que Togociel est devenu Agou Holding et c'est tombé dans les mains de je ne sais qui, je ne sais pas si ils vont continuer de le payer ou bien on va trouver une autre société, peut-être la Lonato, où les gens jouent. Là-bas aussi, on ne fait pas de compte, on gère la Lonato comme une épicerie depuis des années. Peut-être qu'on va porter son salaire. On va faire porter son salaire par la Lonato. Donc, ce n'est pas c'est pas Bolloré qui payait Claude Leroy, c'est Togociel qui payait Claude Leroy. Il faut que les gens aient les bonnes informations. Et donc, il est là, il ne fait pas grand-chose. Et donc, voilà le football togolais. Je ne sais pas ce que ça va donner. Et ça, c'est aussi le reflet de la gouvernance. Une partie dans un pays ne peut pas mieux se porter quand tout le pays est malade. Donc, le football, c'est une partie du pays. Et tant que la gouvernance est devenue cancéreuse, les métastases sont partout. Et donc le football est l'une des entités aujourd'hui métastasées. Et donc voilà ce qui se passe dans le pays. C'est également un domaine qui engloutit beaucoup de fonds avec pour peu de résultats. Oui, c'est le paradoxe. Oui. C'est le paradoxe. On investit beaucoup dans le secteur, mais le résultat n'y est pas. C'est comme si aujourd'hui j'ai souri un peu en lisant sur le site que Ford Gnassingbé encourage l'élection à la FTF pour le développement du football dans l'avenir. Moi, je dis, il s'est rappelé qu'il y a... En 2005, quand il est venu, dans les 20 plus de fonds, il faudra retrouver ce document pour qu'on fasse un débat autour. Il a promis de construire 1000 stades. Il n'en a pas construit un seul. Oui. Pas un seul. Il n'en a pas construit un seul. 1000 terrains de jeu et une dizaine de stades. C'est ça que c'était dit dans les 20 plus. On avait publié à l'époque dans l'alternative les 20 plus. Mais il n'en a pas construit un seul. Il n'en a pas construit un seul. Et vous voyez comment... C'est quand même incroyable. Et il n'en a pas construit un seul. Aujourd'hui, on ne peut pas jouer une compétition internationale dans les villes de l'intérieur. Il n'y a pas de stade. Et pourtant, c'est des infrastructures de développement. Aujourd'hui, il n'y a pas de complexe. Il y a pas de... Par exemple, vous prenez la ville de Lomé aujourd'hui, il n'y a même pas de place publique où les gens peuvent, le week-end, aller s'asseoir. Notre plage est devenue une pourriture. C'est un tas d'ordures. Et pourtant, nous avons des ministres de l'assainissement, de l'environnement, de tout. Personne ne dit rien. Et le pays est quand même en train de s'enfoncer.
C'est ça. Et vous allez voir le chef de l'État qui se présente sur un terrain de foot rempli d'herbe, de tout truc là. Et c'est sur ce terrain qu'il fait cette déclaration. Il y a la poussière. Il y a la poussière. Ça fait honte. Et on dit que c'est la campagne qui commence. C'est pas possible. Messieurs, on va devoir s'arrêter ici. Nous sommes presque à la fin de la troisième partie de cette émission. Un mot? Oui. Clôturer en toute beauté cette émission, la première de l'année 2020. La première vraiment de l'année 2020. Bon, c'est pour féliciter les Togolais pour la lutte qu'ils mènent et dire qu'on a une élection le 22 février prochain, que les gens ne se fassent pas trop d'illusions. Peut-être qu'il n'y aura rien ou bien quelque chose de grand qui va changer. Donc tout le monde se réserve pour cela. Ferdinand. Non, d'abord, merci pour la reprise. Et puis, nous sommes heureux de retrouver les internautes. Les gens réclamaient la reprise depuis. Bon, c'est vrai qu'on avait quelques préoccupations, quelques tâches à liquider. On a repris. On espère qu'on va tenir le rythme jusqu'à la fin de l'année avec la bienveillance de la Providence. On va y aller avec les techniciens qui sont là. Et donc, comme je l'ai dit au début de l'émission, nous remercions tous ceux qui, de façon morale et matérielle, nous accompagnent. Il y a des gens volontairement qui disent « de quoi vous avez besoin? On peut vous envoyer un micro, on peut vous envoyer ceci. » Et donc, nous espérons avoir un bon studio pour continuer par leur servir les informations. Et donc, il faut que chacun prenne son mal en patience. Les Togolais doivent comprendre que 2020, ce n'est qu'une étape dans la lutte. Il ne faut pas faire de fixation sur les dates. Il faut se dire, il faut se projeter après 2020, s'organiser autrement, tirer les leçons de tout ce qui s'est passé jusqu'à ce jour et s'organiser autrement, avec moins de passion, en mettant beaucoup plus la tête dans la lutte, en cessant d'être naïf, en croyant à des schémas qu'on leur balance, comme ça pour les divertir, du genre, quelqu'un va accepter de partir, va amener quelqu'un d'autre. Il faut que les gens essayent à tête reposée de construire une alternative crédible autour d'un ou plusieurs leaderships, des gens qui sont capables d'aller au front, dans la vérité, pas dans la peur, des gens qui sont capables d'être déterminés d'aller au front, pas des gens qui sont là en zigzagant. Parce que vous ne pouvez jamais rien faire quand vous n'êtes pas organisé. Le problème des Togolais, c'est l'organisation. Il y a trop de personnes au Togo qui se croient avoir un destin présidentiel. Et ça aussi, ça crée des problèmes à la lutte. Vous voyez, quelqu'un là, du jour au lendemain, il vous dit que je vais aller aux élections présidentielles. Parce que quand je dormais à côté de ma copine, j'ai rêvé que je suis dans le fauteuil du président. Donc, les gens sont là, ils racontent leurs histoires. Gbagbo a l'habitude de dire le fauteuil présidentiel, ce n'est pas un banc. Il n'y a qu'une seule personne qui va s'asseoir là-dessus en attendant. Donc, il faut travailler pour que dans 2 ans, ou dans je ne sais dans quelle année, les gens ne viennent nous dire encore non au 5e mandat de Faure. Et ils vont faire seulement la bouche, et puis Faure va déposer sa candidature pour le 5e mandat, il ne se passera rien dans le pays. Et on déploiera l'armée pour frapper quelques individus qui voulaient manifester. Donc il faut travailler et il faut arrêter les histoires à dormir debout. Donc nous sommes des journalistes, on apporte notre part dans l'information, dans le débat, dans la formation. On n'est pas des saints, on n'est pas des gens irréprochables, mais nous essayons d'apporter. Ce n'est pas facile aussi pour nous. Les gens pensent que, bon, non, il faut nous approcher pour nous demander comment on vit dans le pays. C'est pour ça que parfois, les gens vous sollicitent pour faire certaines choses, vous refusez. Vous dites non, parce que vous n'allez pas vous mettre en danger jusqu'à un niveau donné. Vous n'allez pas vous mettre en danger jusqu'à un niveau donné. Et donc, nous essayons d'apporter notre contribution pour qu'il y ait un Togo plus vivable, un Togo meilleur à ce que nous avons aujourd'hui. Merci Ferdinand. Et je pense que les gens vont nous comprendre, ceux qui peuvent nous soutenir peuvent nous soutenir, mais on ne le fait pas forcément contre un parti, contre un leader politique, mais nous disons les choses telles qu'elles sont. Voilà. Chacun doit faire sa part. Mais néanmoins, toutes nos pensées aux patients qui sont admis actuellement à la réanimation du CHU Sylvanus Olympio. Quand on parle de la réanimation,
au CHU Olympio, Sylvanus Olympio. Je pense que tout le monde en a une petite idée. Et oui, donc toutes nos pensées à ceux-là. Messieurs, mais c'est la fin de cette émission. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un second numéro de l'année. D'ici là, portez-vous bien.